Bonjour à toutes et à tous. Je suis Stéphanie Kerbar, secrétaire de la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale, présidente du groupe d'études RSE également et première vice-présidente du groupe d'études sur l'industrie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler des labels RSE et je tiens à remercier l'ensemble des participants présents en cette fin d'après-midi. Notre économie est chaque jour toujours plus connectée et mondialisée. Et dans ce contexte, dans ce cadre, la course au profit à court terme ne peut qu'entraîner les entreprises dans un engrenage qui, à mon avis, sur le temps long, sera négatif pour l'ensemble de la société. La labellisation RSE est sans doute l'outil le plus pertinent pour infuser la RSE dans l'entreprise. Elle permet de développer leur action RSE et surtout permet une communication auprès des clients. Aujourd'hui, je dirais que peu d'entreprises déploient une politique de responsabilité sociétale des entreprises et concernant celles qui le font, elles mériteraient d'avoir une plus grande visibilité et de mieux communiquer sur ce sujet. Pour vous citer un exemple, il faudrait également des facteurs encourageants et les dirigeants de PME aujourd'hui semblent assez intéressés par la thématique des labels, et notamment une étude de BPI France qui cite en 2018 une étude menée auprès de 1150 dirigeants d'entreprises qui met en évidence que 90% des dirigeants de PME ont des actions en faveur de la RSE, mais aujourd'hui, clairement, celles-ci ne sont pas mises en lumière. Pour comprendre les labels, il nous faut repartir de la norme ISO 26000, la norme de responsabilité sociétale. Cette norme s'adapte à tous les secteurs et à toute taille d'entreprise ou d'organisation. Et sa rédaction invite les organisations professionnelles à s'approprier facilement les principes de RSE. Ce qui se passe en pratique, donc, c'est que les différentes organisations professionnelles qui ont souhaité développer un label sectoriel donc se sont saisies de cette opportunité pour adapter les dispositions RSE en fonction de leur secteur d'activité, je dirais, donc d'étudier les impacts de responsabilité sociétale liés à leur cœur d'activité. Puisque dans le début des années 2010, ça remonte un petit peu, mais on parlait à l'époque de greenwashing et c'était souvent des entreprises qui certes avaient une action RSE mais qui n'étaient pas liées intimement à leur cœur de métier. Les labels sectoriels aujourd'hui n'ont pas de reconnaissance juridique en France en dehors de ceux du champ de l'agroalimentaire. Et du coup, aujourd'hui, chaque organisation professionnelle doit développer ou peut développer son label RSE. On obtient des cahiers des charges soit d'un côté très sommaire, soit de l'autre très complet. Et il y a également des disparités sur les processus d'évaluation. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est vraiment que les organisations professionnelles s'appuient qui s'emparent de cette volonté de label sectoriel, s'appuient sur les organismes tiers indépendants qui ont, eux, une culture commune de la certification et de la labellisation, ce qui a conduit la construction de labels dont la plupart aujourd'hui ont une robustesse reconnue. Cependant, la démarche est encore peu répandue en raison de l'absence de reconnaissance par les parties prenantes, notamment les grands donneurs d'ordre et les pouvoirs publics. Et ça, ce sont vraiment des discussions que l'on a dans le cadre de la plateforme RSE qui est rattachée à France Stratégie. Pour vous citer un exemple, par exemple, je vais prendre l'exemple du BTP. L'un des premiers aspects pour que les labels se déploient significativement sur leur marché, ce serait la reconnaissance dans le cadre d'appels d'offres de marché public de la plus-value de toutes les dispositions de RSE qui sont proposées dans le cadre du cahier des charges et de la réponse à appel d'offres. Aujourd'hui, on sait que le Code des marchés publics permet une mieux-disance à hauteur de 20%, mais ça tend encore à être mis en place pour que le seul critère prix ne soit pas juste
le signal final de retenue de l'offre. Donc il est nécessaire de valoriser ces labels et les organisations professionnelles donc attendent fermement donc cette valorisation pour se les approprier. Les organisations sont également en attente de mesures incitatives, nous l'avons dit, notamment sur la réduction de contrôle et les incitations financières. Et je tiens à souligner certaines initiatives des régions, notamment à l'instar de la région Nouvelle-Aquitaine, qui finance à 50% les démarches de RSE pour que les entreprises qui s'engagent dans cette voie eh bien, puissent aller jusqu'au bout. Et nous sommes dans une période propice, en tout cas, à la mise en œuvre de cette proposition. Aujourd'hui, il y a une nécessité de clarifier et d'encadrer ces labels pour s'assurer qu'ils sont robustes et alignés sur les principes énoncés de la norme ISO 26000. Et pourquoi cela? Eh bien, parce qu'il ne faudrait pas qu'une prolifération de labels affecte la lisibilité de ces derniers. Cette lisibilité doit être présente dans l'ensemble des secteurs d'activité pour que les parties prenantes se reconnaissent dans un label en faisant également et en fassent la promotion. Il faut donc un nombre réduit de labels afin de ne pas perdre toute crédibilité, mais des labels en tout cas consolidés. Pour que ces labels donc soient acceptés par les acteurs économiques, il faut associer dans leur création l'État et les parties prenantes elles-mêmes. Le rapport, je voudrais parler du rapport Chaperon-Dubosc himalayenne qui précise que les grandes entreprises demandent une harmonisation sur le plan de la mesure extra-financière car elles sont sollicitées notamment par les agences de notation des investisseurs ou des grands donneurs d'ordre. Il y a également un second rapport qui est le rapport qui vient d'être mis dernièrement, le rapport du médiateur des entreprises, M. Pierre Pelouzet, qui se concentre, lui, spécifiquement sur la réforme du label relations fournisseurs et achats responsables. L'intervenant précédent avait parlé de la loi sur la responsabilité des donneurs d'ordre sur la chaîne de sous-traitance. Et il s'agit aujourd'hui du seul label d'État sur les questions de RSE. Il y a une volonté donc aujourd'hui de réformer ce label et donc le rapport fait quelques propositions que je vais citer là. Il a été remis, donc je vous disais récemment, le 31 mars 2021 à Madame la secrétaire d'État Olivia Grégoire. Cela passe par la mise en place d'un parcours. Donc les entreprises volontaires seront d'abord incitées à signer la charte achat responsable qui réunit déjà plus de 2000 organisations à ce jour, puis à utiliser un nouvel outil d'autodiagnostic et enfin l'obtention du label qui sera graduel. Alors là, la proposition qui est faite, c'est bronze, argent, or, mais aujourd'hui, rien n'est figé. L'État doit également servir de moteur au travers de la commande publique, je l'ai dit précédemment, et le rapport recommande ainsi au gouvernement de se fixer un objectif de 80% de d'achats labellisés d'ici 2022, d'ici fin 2022. Et derrière le développement de ce label, c'est la compétitivité des entreprises qui est en jeu, assure le médiateur des entreprises. Les entreprises françaises ont déjà des bases fortes sur les achats responsables, puisque vous savez que la France a été pionnière sur la norme des achats responsables, qui aujourd'hui est devenue une norme internationale, l'ISO 20400. Mais elles doivent également le rendre plus visible. Et la réforme du label devrait permettre de développer ces volumes d'achat, 120 milliards d'euros annuels à ce jour, et comme leur valorisation donc dans la performance, notamment sur les critères ESG, environnement, social et de gouvernance des entreprises. Il y a également, donc dans le rapport Chaperon-Dubosc himalayenne sur les labels RSE, lui spécifiquement, d'autres recommandations, des recommandations relatives à la structure de revue et d'évaluation des labels, la mise en place d'un comité de surveillance ou d'une commission permanente dédiée à la sélection et au suivi des labels RSE, adossé à la plateforme RSE, et ce comité de surveillance sera aussi responsable de l'évaluation, de la sélection et du suivi des labels. Il y a également des recommandations relatives à la plateforme RSE, qui est la création d'une mission d'animation en lien donc avec la plateforme et de coordination des actions des fédérations professionnelles afin de les inciter à publier des guides de bonnes pratiques et de développer les référentiels d'action RSE en vue donc de généraliser la création de labels sectoriels par fédération.
Pour terminer, je dirais simplement, je citerai Victor Hugo qui disait qu'il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Et donc je conclurai que l'heure des labels sectoriels en matière de RSE est venue. Je vous remercie. Je passe la parole à Gilles Bonmaury. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Chère Stéphanie, alors l'Assemblée nationale s'est effectivement saisie de ces sujets à la faveur des travaux engagés par le groupe d'études RSE et de la participation de Stéphanie Kerbar à la plateforme RSE, puisque ça me permet de commencer par là. La plateforme RSE est l'instance de concertation française qui réunit toutes les parties prenantes de l'entreprise intéressées par les questions de RSE pour essayer de produire du consensus, de l'accord entre les différentes parties prenantes sur les sujets qui sont soulevés par les enjeux de responsabilité sociétale des entreprises. Et parmi ces parties prenantes, il y a évidemment la loi, le législateur qui intervient. Il y a évidemment aussi les représentants des entreprises, je les salue ici, les représentants des salariés, et j'en profite pour excuser la présidente actuelle de la plateforme RSE, Frédéric Lelouch, qui est membre au titre de la CFDT, mais 50 organisations sont membres de la plateforme RSE, et chacune on contribue à partir de chaque rôle, les ONG, les chercheurs, les organisations syndicales, les réseaux d'acteurs, à nos travaux. Et c'est vrai que depuis 2013, la plateforme cherche à trouver un équilibre entre les outils qui permettent aux grandes entreprises de faire émerger un modèle d'entreprise responsable et les outils qui existent en France de reporting, de transparence, la loi NRE de 2001 y contribue, mais cherche aussi à ce que les PME soient embarquées dans ce mouvement-là, et les PME sont mobilisées davantage par des vecteurs que sont leur territoire, leurs parties prenantes locales et leur métier. Et les labels sont un des moyens de les amener à prendre le train de la RSE en quelque sorte. Alors, Stéphanie Kerbar le disait, il y a un risque, ou un sujet, ou un constat qui est peut-être même partagé, c'est celui de la prolifération des labels, que ce soit d'ailleurs les labels que l'on voit sur les produits et les labels qui qualifient la performance d'une entreprise. Il y a une zone grise entre les deux qui nous intéresse beaucoup en ce moment à la plateforme, puisque nous avons été saisis par le gouvernement pour travailler sur l'affichage du contenu social des produits. Et donc, on doit démêler ce qui relève de l'évaluation de la performance RSE d'une entreprise et ce qui peut être compris comme le contenu en termes de performance sociale du produit que cette entreprise met sur les marchés. Mais donc ce constat de jungle, mais qui est aussi un constat de diversité, nous a amené à chercher à y répondre, à chercher à rendre ce paysage lisible, ce qui nous a amené à regarder ce qui existait, à constater qu'il existe des labels thématiques, comme le label dont parlait Stéphanie Kerbar sur les achats responsables, ou les labels relatifs à l'égalité, la diversité, ou à des sujets strictement environnementaux, enfin des labels thématiques sont nombreux, ou des labels qui sont généralistes, qui visent à donner une note RSE, mais quelle que soit la taille, le secteur de l'entreprise, ou des labels qui sont territoriaux, et il y en a plusieurs, dans plusieurs régions, récemment un nouveau-né en Bretagne, je crois, et peut-être de manière plus efficace, en tout cas la plateforme RSE est convaincue que le parti pris de parler aux PME de leur métier, c'est le parti pris le plus efficace, et donc on s'intéresse aux labels sectoriels, c'est-à-dire les labels qui vont regarder ce que, compte tenu du métier de l'entreprise, RSE veut dire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut aller mesurer dans la performance d'une entreprise en fonction du métier de l'entreprise. Tout cela étant cohérent avec les critères qui sont fixés par les normes internationales. On a parlé de la norme ISO 26000 qui a été négociée avec une participation forte de la France entre 2005 et 2010, mais il y a aussi les objectifs de développement durable qui organisent aujourd'hui la structuration de tout cela. Et puis dans les labels, puisque le label n'est pas défini, on l'a dit, il y a tout, ça part de l'autodiagnostic jusqu'à la certification, l'évaluation par les pairs, de multiples manières de mettre en évidence une performance, mais le risque, c'est que la chaîne de confiance soit rompue s'il suffit de dire qu'on est labellisé pour l'être, et donc il faut là aussi faire un tri entre le label robuste et le label qui est moins robuste, et c'est pour ça que la plateforme RSE a fait le choix, il y a déjà plusieurs années, de lancer une expérimentation de label RSE sectoriel destiné aux PME, et de travailler avec 18 secteurs. Et alors quand je dis secteur, c'est vraiment tous les secteurs, le bâtiment, mais aussi les vins, l'agriculture bio, les agences de communication, l'imprimerie,
les métiers du béton, enfin des secteurs vraiment très variés qui ont permis à la plateforme RSE de voir comment est-ce qu'un label sectoriel se développait. Donc 18 secteurs, ça correspond à 12 000 entreprises, c'est à la fois beaucoup et évidemment ça ne représente pas l'ensemble du tissu économique français. Et pendant les 18 mois qui ont duré l'expérimentation, on a pu voir que 340 entreprises se sont labellisées, donc c'est à la fois beaucoup, et c'est évidemment peu parmi ces 12 000, mais c'est un chiffre qui est daté, et aujourd'hui, ces labels ont continué à prospérer. Ce que je voudrais souligner, c'est que ça correspond à un momentum aussi en termes de décisions publiques et de lois. La loi Pacte, dont on a beaucoup parlé, comprend un article dont on parle peut-être moins que les autres, l'article 174, qui donne une valeur et des perspectives à ces labels RSE. Dans la perspective, dans la suite du rapport dont a parlé Stéphanie Kermar, la plateforme RSE devrait jouer un rôle de vérification, de reconnaissance de ces labels RSE, ce qui permet de faire le tri entre ce qui est, du point de vue des parties prenantes de la RSE en France, un label robuste, et ce qui ne remplit pas toutes les conditions pour pouvoir être reconnu publiquement. Donc, ce sont des labels qui seront privés, mais reconnus par l'État à ce titre-là. Et en travaillant sur cette expérimentation, on a tiré quelques conclusions. D'abord, on sait ce que ça apporte aux entreprises. Bien sûr, être labellisé, ça leur apporte d'être plus forte sur les marchés qui sont aujourd'hui sensibles pas uniquement au prix mais aussi à des signaux de performance extra-financière, que ce soit les marchés financiers, les marchés de l'emploi et les marchés des biens et services bien sûr, puisque les donneurs d'ordre sont aujourd'hui attentifs à ce que ça signifie que d'acheter auprès d'un fournisseur plus ou moins, qui fait la démonstration de sa responsabilité. Et puis, il y a également l'enjeu de savoir comment l'entreprise va être évaluée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont évaluées en matière de RSE. Elles peuvent ou non être dans une filière qui décide de prendre un peu la main sur les manières d'être évaluées. Et donc, le label sectoriel permet cela, puisque c'est la fédération professionnelle avec ses parties prenantes qui va définir les critères que l'on va aller regarder pour mesurer la performance RSE d'une entreprise. Ce qui est, du point de vue de l'entreprise qui est évaluée, beaucoup plus satisfaisant que de subir, si j'ose dire, des questionnaires qui ne seraient pas adaptés aux spécificités d'un métier. Donc il y a là aussi une façon pour les entreprises de prendre un peu la main sur les critères d'évaluation qui correspondent le mieux à leur métier, à leur taille, à leur territoire, à leur rôle. Et puis, et ça toutes les entreprises le disent après, parce que ce n'est pas forcément une motivation au départ, rentrer dans un label RSE, c'est comme un guide, c'est-à-dire que ça accompagne une démarche et les entreprises utilisent et savent tirer profit de cet exercice-là pour mobiliser en interne et pour aussi se retrouver impliqués dans une communauté d'entreprises engagées, puisque l'ensemble des acteurs qui sont labellisés d'un même label sectoriel, c'est les pionniers de la RSE dans leur domaine, dans leur secteur. Et donc, on a vu que le label RSE était utile à l'entreprise à travers cette expérimentation. Pour conclure, je voudrais essayer d'identifier quelques clés de réussite qu'on a pu retirer de ces travaux-là. Les premiers pour les labels eux-mêmes. Un référentiel de labels qui fonctionne, c'est un référentiel qui est construit pas uniquement au sein de la fédération, mais en parlant avec les parties prenantes. Ça, c'est quelque chose sur lequel beaucoup d'acteurs ont insisté. C'est un référentiel qui est transparent, qui est lisible, qui est compris de la même façon par tout le monde, qui est évolutif, qui est capable de s'adapter aux évolutions du paysage de la RSE, qui est aussi cohérent avec toutes les normes internationales, parce qu'il s'agit quand même de s'articuler avec ce qui existe à l'échelle européenne et internationale. C'est un label qui s'appuie sur la mobilisation des parties prenantes, je l'ai dit, et qui s'appuie sur quelqu'un, un tiers de confiance, un organisme tiers indépendant, qui garantit la robustesse de ce label. Et donc, on a établi une liste de principes qui conduiront à la reconnaissance d'un label RSE et qui, progressivement, deviendront d'une certaine manière les critères à répondre pour être un label reconnu par l'État, par l'intermédiaire de la reconnaissance prévue dans la loi Pacte. Et puis, à l'échelle nationale, si j'ose dire, la clé de réussite pour que ce mouvement-là réussisse, ce mouvement de mise en œuvre des labels conduise les entreprises à être effectivement embarquées dans une dynamique de responsabilité sociétale, c'est qu'est-ce qu'on offre ou qu'est-ce qu'on permet aux entreprises labellisées
d'atteindre en termes de résultats. C'est quoi la différence pour une entreprise d'être labellisée ou de ne pas l'être? Et les acteurs représentatifs des entreprises de la plateforme RSE ont des idées claires sur ce qu'ils attendent, évidemment, ce qui donnera lieu à des discussions. Et c'est un chantier qui remonte au Grenelle de l'environnement, donc qui a eu le temps de mûrir dans beaucoup d'esprits. Mais on peut se poser des questions, effectivement, en termes de commande publique. Est-ce que la commande publique peut favoriser les entreprises qui ont fait la démonstration de leur performance RSE? Aujourd'hui, il y a des obstacles dans le droit européen de la commande publique, mais qui sont sur la table, en termes de fiscalité peut-être, en termes de simplification administrative, en termes d'aide aussi, parce que les petites entreprises, et quand je vous parlais de 12 000 entreprises concernées par les secteurs de l'expérimentation tout à l'heure, j'ai oublié de dire que 2 tiers d'entre elles étaient des très petites entreprises de moins de 10 salariés. Ce sont des entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de s'engager dans une démarche et encore moins les moyens d'accéder à une certification qui peut être coûteuse. Donc là, il y a sans doute de l'aide à obtenir auprès des organismes qui accompagnent les entreprises. Donc, pour conclure mon propos, je rejoins le diagnostic totalement de Stéphanie Kerbar en disant que c'est un édifice qui est en train d'être construit grâce aux entreprises pionnières, grâce aux fédérations professionnelles qui contribuent à l'expérimentation et que nous pouvons être confiants sur le sens que cette dynamique prend. Merci à toutes et à tous.